Et pour moi, je trouve qu'en Allemagne aussi et en Autriche, c'est tu fais ça, après tu fais ça, tap, 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 tap. Tout le temps, c'est comme ça. Et en France, c'est un peu, ouais, tu peux faire ça, mais tu peux attendre un peu, c'est pas la peine. Oui, et il faut profiter jusqu'à 30 ans parce que même si tu fais toutes les écoles possibles, qu'est-ce que tu vas apprendre pendant ce volontariat, c'est super différent. Dans cette mini-série, tu peux apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le Corps européen de solidarité, le dernier né des programmes de mobilité européenne. Dans le premier épisode, nous avons présenté le programme en général et on t'a montré ce que tu dois faire pour partir. Le deuxième épisode était consacré aux expériences vécues par 2 volontaires français à l'étranger. Dans cet épisode, nous changeons de perspective pour découvrir l'expérience d'Amalia, volontaire roumaine à Marseille, et Henri, volontaire autrichien à Paris. Normalement, j'aurais dû leur rendre visite et les suivre dans leur quotidien en France avec ma caméra, mais à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, nous avons dû annuler ces plans et nous adapter à cette situation en faisant un interview à distance. Amalia est restée à Marseille pendant le confinement, tandis qu'Henri est rentré en Autriche avant le début du confinement et a témoigné depuis chez soi. Je voudrais demander à Amalia d'abord, dans quelle association est-ce que tu travailles et quel est le but de cette association? Salut, je suis un volontaire dans l'association Hors Piste. C'est une asso à Marseille qui travaille sur les mobilités internationales. Pour ça, il envoie beaucoup de Français à l'étranger et ils accueillent beaucoup des étrangers à Marseille ou dans la région du sud de PACA. D'accord. Et donc ta mission, tes tâches, c'est un peu... tu les décrives un peu? Par exemple, je suis dans l'association, et je ne fais pas d'émissions, par exemple, dans l'école, et pour ça, je suis dans le pôle communication. Et je fais beaucoup de posts sur les sites en ligne, j'essaie de faire des trucs graphiques pour les posts. Je fais les promotions de volontariat dans les écoles ou dans différents forums avec d'autres associations. Et c'était trop bien de rencontrer d'autres assos et de parler avec les gens qui veulent partir à l'étranger. Donc toi, Henry, tu travailles dans quelle association et quel est son but? Moi, je travaille à Paris, au CDJ. C'est un centre d'information de jeunesse. Et là, il y a plusieurs tâches. Par exemple, moi, j'ai un club d'anglais, par exemple, avec des jeunes Français qui veulent améliorer leur anglais. Aussi, on a des ateliers sur le CES, sur le Corps européen de solidarité. On part sur le CES et euh, c'est aussi pour les jeunes qui veulent partir à l'étranger. On fait on fait des ateliers comme ça. Et on est aussi dans différentes structures. Et on parle sur le CES, sur notre expérience. Par exemple, moi j'étais à Paris. J'étais aussi à la Sorbonne. On a fait des ateliers à la Sorbonne. On a parlé avec des étudiants. Pour vous deux, j'imagine qu'il n'y a pas une journée type, comment on dirait. Est-ce que vous pouvez peut-être dire une semaine type? Je peux commencer. Pour moi, c'était tranquille. Moi, j'ai commencé à 10h. À Paris, j'ai habité dans les 14e. Et mon travail, c'était dans les 15e. Du coup, moi, j'ai pris le métro, ou quelquefois aussi le vélo. J'ai commencé à 10h. On a fait les jours typiques, c'est aussi de voir ce mail et tout. On a répondu le mail. Le CDJ, c'est grand. C'est grand. Il y a beaucoup des ateliers différents. Et moi, une heure j'étais là, une heure j'étais là. Du coup, ça a changé tout le temps. Pour moi, c'est quand même la même parce que chaque journée c'était différent ou chaque période parce que ça dépendait beaucoup des les événements qu'on a organisés. Oui, j'ai commencé à 9h30 tous les matins et après on a travaillé 3 heures. euh, et après, pour moi, c'était super intéressant d'avoir une pause de 1h30 en France. C'était un choc au début parce que j'ai toujours mangé 30 minutes ou 20 minutes en Roumanie ou partout. Et ici, tout le monde prend le temps. Et chaque jour, on avait une super discussion pendant le lunchtime. Et avec les collègues, quel lien est-ce que vous avez eu avec les collègues et votre tutrice ou votre tuteur? Ouais, pour moi, c'était super bien parce que ma tutrice, elle était mon
tutrice et aussi le mentor. Et j'étais dans le bureau d'elle. Et du coup, ça, c'était super cool parce on était un peu comme des amis aussi. On a parlé surtout. Et aussi avec des autres collègues. Moi, j'étais dans un bureau en fait, on était quatre, et on était juste des femmes, des femmes. Du coup, ça, c'était drôle parce que ouais, j'ai dit aussi, ils ont été comme mes trois mamans, un peu. Est-ce qu'il y a des hobbies que vous avez fait pendant votre volontariat et peut-être même des nouveaux hobbies ou des anciens que vous avez continué qu'est-ce que vous avez fait dans votre temps libre? Pour moi, moi, j'ai joué le foot depuis je suis 5 ans, je pense. Et ça, j'ai continué dans une club. Et j'ai aussi commencé à jouer le volley encore. Ouais, il y avait la possibilité de jouer le volley pendant le lunchtime. Ah oui. Mhm. Et parce qu'il y avait une gymnase juste à côté. Et il y avait des gens qui ont joué ça et ils ont demandé si je veux participer. Et oui. Du coup, moi, c'était tous les mercredis. J'ai joué le volley. Pendant les volontariats, j'ai continué à faire d'escalade parce que Marseille est super proche du parc national de Calanque. Et en 30 minutes, en voiture ou en bus, tu es déjà dans la nature. Comment est-ce que vous aviez habité? Donc quel est votre hébergement? Et si vous étiez en colocation, comment est-ce que c'était la vie avec les autres volontaires? Voilà. Pour moi, j'habitais c'était une foyer des jeunes travailleurs et des étudiants. Du coup, il y avait beaucoup de jeunes. Ouais. Et moi, j'habitais dans une petite chambre avec une lit et une petite salle de bain. Et là, c'était tout. Mais j'aimais bien le petite chambre et on avait aussi une cantine. Du coup, moi, j'étais pas obligé de cuisiner. J'ai mangé dans la cuisine le soirée et le matin. Et le week-end, on a cuisiné ensemble avec des autres jeunes. Et ouais, c'était aussi cool parce que pour moi, j'avais la chance de rencontrer des autres jeunes qui sont dans la même situation que moi. Le première semaine, moi j'ai fait des amis le premier week-end. Ok, nous étions quatre volontaires en colocation, un mec d'Espagne, un mec d'Égypte et un fille de Tunisie. Et moi de Roumanie, c'était une super maison interculturelle. On a fait des trucs super créatifs dans notre mur, les trucs linguistiques, les trucs du monde, et tout le monde ajoutait quelque chose. Même si c'était quelqu'un de nouveau dans la maison, tout le monde avait la chance d'écrire quelques trucs de sa culture. Et pour ça, c'était vraiment un super maison. Je sais pas, toujours, nous étions pas toujours ensemble, hein, mais on a essayé de faire des soirées en commun, de cuisiner, de prendre les recettes de mes colocataires. Et avec toutes ces différences culturelles, est-ce qu'il y a eu aussi des difficultés ou des choses que vous avez découvertes l'un sur l'autre ou... Hmm, pas vraiment, je crois qu'on était tous super ouverts. On n'a pas eu des chocs interculturels entre nous, mais le temps de manger, les mecs d'Espagne, il a pris le dîner à 10 heures pendant la soirée. J'étais ok, désolée, je peux pas attendre pour manger avec toi parce que c'est pas normal. Ok, des trucs comme ça. Et par rapport à la culture française, est-ce que vous avez remarqué des différences dans la culture par rapport à la vôtre? Et est-ce que est-ce que vous vous y êtes adapté ou pas? Pour moi, c'était peut-être aussi les réunions. Par exemple, c'est un exemple. Ils sont super détendus, Tranquille. sur tout un peu. Voilà, la vie est belle, c'est tranquille, on fait ça, après on fait ça, fait ça. Et pour moi, je trouve que en Allemagne aussi, et en Autriche, c'est tu fais ça, après tu fais ça, tap, 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 tap. Tout le temps, c'est comme ça. Et en France, c'est un peu, ouais, tu peux faire ça, mais tu peux attendre un peu, c'est pas la peine.
tu peux te laisser le temps, c'est bon, comme ça, ouais, tu fais ça. Ouais. Les réunions, c'est duré peut-être 2 heures, mais tu Ouais. as parlé sur les objets, tu dois parler. C'était vraiment ça, tu as parlé sur tout, mais pas sur sur les objets. On peut, ouais, Ouais. Ok. D'accord. Pour ce point, je crois que pour moi c'est différent parce que pour nous les réunions sont super bien organisées. Par exemple, chaque mardi, on a un flash. C'est 1 heure quand on parle chacun de qu'est-ce qu'on fait, comment nous nous sentions. Quand on travaille, mais quand on fait la fête, on fait la fête. Et en fait, nous étions beaucoup de temps ensemble. En fait, mon association, c'est comme une famille parce que moitié des employés, je crois qu'il y a 5 ans qu'ils sont ensemble et ils sont les meilleurs amis entre eux et ils transmettent cette vibe, tous les nouvelles volontaires. Tu ne sens pas que tu es un étranger, je sais pas. Est-ce que vous avez eu des soucis avec la langue, donc le français? au début, j'avais vraiment des problèmes avec le langue. Euh, C'était dur de comprendre qu'est-ce que veulent mes amis. J'étais dans la cantine et qu'on a mangé, tout le monde, ils ont parlé, discuté et tout. Moi, j'étais juste là et moi, je comprends rien. C'est à quoi tu parles, c'est vraiment comme ça. Mais je pense que c'était aussi parce que mes collègues, mon travail, ils m'ont vraiment aidé avec mon français. Ils ont parlé lentement et après, ça a commencé que j'ai compris des choses. Et Oui, et pour moi, au début, c'était hyper difficile de parler, comme une mur devant ma bouche, et même si j'ai compris tous, c'était super difficile de communiquer. Mais c'était un mec, une fois, pendant une soirée à Marseille, qui m'a dit, parce que j'étais toujours, je me plains parce que je peux parler, je peux pas communiquer, et il m'a dit un truc super intéressant, et après cette histoire, petite histoire, j'ai commencé à parler sans penser vraiment si c'est correct ou non, seulement pour dire. Et il m'a dit ce truc, quand un bébé fait des caca, il va pas dire à sa mère, oh maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux me changer, c'est l'odeur, j'ai fait des caca. Il va dire, maman, caca. Et comme ça, sa mère va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et j'ai pensé, ah mais c'est vrai, je dois commencer à transmettre des messages que je veux, même si ma grammaire c'est pire. Pourquoi avez-vous décidé de partir en CES? j'ai fini mon école l'année avant. Du coup, pour moi, c'était en Autriche, c'est normal d'avoir une année césure après le bac. J'ai dit, moi, je vais partir à l'étranger, mais je ne veux pas juste faire du voyage et tout. Du coup, j'ai cherché des programmes volontaires comme ça et j'ai trouvé le CES. Et ouais, Ok, j'ai toujours voulu faire un service volontaire, mais mes parents, ils ont toujours dit, oh, tu dois finir l'université, blabla. Et après ma université, j'ai dit, ok, bon, c'est le moment, je dois partir et tout ça. Oui. J'avais besoin de changer l'environnement, la langue, les habitudes de tous les jours. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez appris ou même découvert sur vous-même? Euh, je crois que je suis plus ouverte à la culture dehors d'Europe parce que mon association, il accueille beaucoup de gens qui viennent de Tunisie, Égypte, Géorgie. Et pour moi, c'était super intéressant de voir leur expérience ici. Et c'est super différent, même si nous sommes différents entre nous dans l'Europe, mais quand tu as des gens qui viennent dehors Europe, tu as déjà une autre image sur le monde, sur les galères internationales, sur les différences entre nous. Et ça, c'était super intéressant de découvrir par rapport à d'autres cultures. Est-ce qu'il y a peut-être une phrase ou deux phrases que vous voulez dire à quelqu'un qui connaît le programme maintenant, grâce à la série ou autrement,
et qui hésitent de partir. Oui, et il faut profiter jusqu'à 30 ans parce que même si tu fais toutes les écoles possibles, qu'est-ce que tu vas apprendre pendant ce volontariat, c'est super différent. Et, et tu vas apprendre les trucs avec d'autres gens, avec d'autres volontaires. Je sais pas, c'est l'école de vie, on peut dire. C'est la vie que tu ne peux pas découvrir si tu vas lire quelque chose ou étudier, mais tu dois vivre ça pour comprendre l'essence du monde. Je trouve très intéressant de voir comment les perceptions du quotidien dans une autre culture, comme dans l'exemple des réunions que Henri a mentionné, peuvent varier selon d'où l'on vient. Certes, ce ne sont que 2 exemples et ce n'est pas suffisant pour en tirer une conclusion générale, mais ce qui est sûr est que tous les volontaires européens apprennent d'autres façons de voir et de faire les choses pendant leur volontariat. Si maintenant tu as également envie de partir en CES, tu peux regarder le premier épisode de cette mini-série ou contacter le CRIL, tu trouves les coordonnées dans la description. Dans le prochain épisode, les volontaires européens te raconteront comment ils ont été affectés par la pandémie du nouveau coronavirus et quelles conséquences elle a eues sur leur volontariat.